Les éclats de lire. Fête du livre jeunesse. Les 26 et 27 mai 2018. Découvrez l'ensemble de la programmation dans cette émission. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission des éclats de lire. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de recevoir par téléphone l'auteure jeunesse Séverine Vidal. Donc Séverine Vidal écrit des livres pour tout le monde, des plus petits aux plus grands, avec un petit tour chez les jeunes adultes aussi. Elle a commencé à écrire, enfin à être publiée plutôt il y a pas très longtemps, c'était dans les années 2000 ou 2010, ou 2000 je pense, mais elle a déjà une bibliographie longue comme le bras et les jambes, à peu près, je sais pas, peut-être plus de 70 titres à son actif. Donc aujourd'hui avec elle, on va parler un petit peu de ses romans jeunesse, et elle nous fera le plaisir d'une lecture inédite. Séverine Vidal, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien, merci. Alors, je vois votre voix que vous êtes plutôt joyeuse, et c'est aussi ce que j'ai pu comprendre dans les 10 mots que vous nous avez envoyés pour vous présenter. C'est Oui. des mots qui sentent bon les vacances, le soleil, l'évasion et la franche rigolade, c'est le premier. C'est vrai. Je vous avais donné pas mal de... J'ai vu ça ensuite, j'avais mis pas mal de mots autour du rire, je crois bien. Du rire, oui, mais du plaisir en général. En tout cas, c'est très évocateur. C'est vrai. Bon, bah, tant mieux, alors si c'est ce qui transparaissait. La franche rigolade, ça vous décrit bien ? Oui, enfin, en tout cas, j'aime une journée où on a le temps de rigoler, effectivement. Une journée sans rire ou fou rire, c'est une journée ratée pour moi. Et je crois que l'humour nous sauve parfois de bien des situations. Et on le remarque tous, voilà, aussi bien en famille que pour le métier. Je trouve que c'est pas mal de rire de soi, et soit parfois, et voilà, de la vie en général. Alors de soi, justement, vous proposez également dans vos 10 mots pour vous décrire autodérision. Ouais. Autodérision, bah oui. Alors ça, j'aime beaucoup les gens qui ont de l'autodérision et j'aime aussi me l'appliquer à moi-même et être capable de rire de soi. Je pense que c'est vraiment la base pour déjà ne jamais se prendre au sérieux et puis voilà, pour se sortir de toutes les situations en se disant que rien n'est grave. Voilà. C'est pas grave et c'est ce qui permet d'évoluer. Exactement, voilà. Alors, vous avez dirigé un ouvrage qui s'appelle 16 nuances de première fois, publié chez Erol. Oui. 16 nuances de première fois, en fait, ce sont 16 nouvelles qui parlent de la première fois du sexe, quoi. La première fois qu'on fait l'amour. Tout à fait, c'est ça. C'est un ouvrage qui est dédié à un public adolescent ? Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment un ouvrage pour parler clairement de sexe aux adolescents. En fait, on est parti avec Manu Kos, qui s'est occupé aussi avec moi de cette collection, enfin de ce recueil. Ouais. On est parti du principe et du postulat que les ados avaient l'occasion sur Internet de tomber sur des films à caractère pornographique ou tout simplement des vidéos sur YouTube qui donnent une image de la sexualité plutôt dégradante. En tout cas qui met pas tellement en confiance pour l'avenir et qui peut faire peur, enfin voilà. Et donc nous on voulait tout simplement regrouper autour de cette idée de nouvelles érotiques, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas qui aborde la question de la première fois sous tout un tas d'angles différents. On voulait réunir des auteurs jeunesse. Donc il y a 16 auteurs différents qui ont donné leur voix à ce recueil. Exactement, 16 auteurs différents.
pour 16 nouvelles très très différentes elles-mêmes. On a des nouvelles intimistes, des nouvelles plutôt drôles, voire très drôles, un conte. Est-ce que vous pouvez nous parler de la forme de la nouvelle? C'était vraiment une volonté de parler de ce sujet sous forme de nouvelle? Alors ça s'y prêtait bien. De toute façon, on voulait un texte, un recueil de voix différentes. Oui. Donc on voulait vraiment avoir plusieurs auteurs qui travaillent sur ce thème. Alors c'était soit une nouvelle, soit un roman choral avec plein d'auteurs différents. Et c'est vrai que là, il nous a semblé intéressant, justement pour entendre des voix différentes de ces auteurs-là, de leur dire tout simplement, de leur donner carte blanche, et de leur dire vous faites ce que vous voulez, du moment que vous abordez la question de la première fois. Voilà, c'est pour ça qu'on a une dystopie, un conte, une comédie. Une histoire de zombies. Enfin voilà, on a vraiment plein d'histoires différentes. Et vous aussi, vous avez dirigé ce recueil, mais vous avez aussi proposé votre nouvelle. Exactement. Ouais, Manu et moi avons chacun proposé. On s'est donc proposé à nous-mêmes une nouvelle. Donc c'était facile d'accepter. On l'a accepté. J'ai accepté ma propre nouvelle. Je me suis dit ouais, c'est pas mal, mais il y a un peu de boulot. Mais oui. Bah moi j'ai eu envie de faire ce que je fais très rarement, une petite virée dans le futur, en imaginant un monde où le sexe est interdit. Ah oui. Voilà. Intéressant. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas eu de censure sur les textes, j'ai vu ça dans une interview. Est-ce qu'il y aurait pu y en avoir ? Elle serait venue alors à ce moment-là des éditeurs, mais ça n'a pas été le cas, parce que nous, donc, on s'occupait de regrouper les textes et de travailler avec les auteurs sur ces textes-là, de demander des modifications s'il y avait lieu. Et ensuite, on a proposé le recueil à cet éditeur, mais il n'y a pas eu non plus de la part d'Erol de censure. On a fait confiance, on a choisi les auteurs aussi en sachant que ces auteurs-là savaient faire et avaient leurs propres limites. Le but, évidemment, c'était pas de tomber dans la vulgarité ou dans ce qu'on reprochait d'ailleurs aux images pornographiques sur lesquelles les ados tombent. C'était pour aller dans les mêmes travers, c'était inutile. Donc on n'a pas eu à le faire parce qu'on a bien choisi les auteurs avec lesquels on va travailler. Alors justement, vous les avez choisis. Ce sont des auteurs que vous connaissez bien ? Ouais, tout à fait. On les a tous choisis. En fait, avec Manicos, on a fait tout simplement une petite liste des auteurs avec lesquels on avait envie de travailler. Alors évidemment, la liste, on a rapidement arrivé à 50 auteurs, parce qu'on est nous-mêmes assez fans de nos collègues. Et après, il a fallu faire des choix. On voulait une parité garçon-fille, et puis on voulait aussi des auteurs qui écrivent dans des genres très différents. Donc c'est ce qu'on a fait, je crois. Et puis voilà, on les a contactés et on a essuyé très peu de refus, en fait, un ou deux, je crois, mais c'est tout. Donc ça a été plutôt très enthousiaste, les retours que nous ont fait les auteurs sur cette question. D'accord, donc 16 nuances de première fois à découvrir chez Erol, avec 16 histoires, 16 plumes différentes. Oui, tout à fait. On va faire une première pause musicale. Boomerang sur les ondes de Radio Escapade, c'est un morceau que vous m'avez proposé de diffuser, Séverine Vidal ? Oui, absolument. Il y a une raison particulière ou absolument pas ? Je suis une grande fan d'Étienne Dao depuis ma jeunesse. Donc ça fait très longtemps que je suis fan de Dao. Et voilà, je l'adore. Sa voix douce me berce. Moi, j'écris toujours en musique et c'est très souvent, je n'écoute pas que Dao, mais c'est très souvent Dao. Voilà. Musique, c'est justement le prochain mot que j'allais évoquer avec vous, l'un des 10 mots que vous avez utilisés pour vous présenter. Ça a une grande importance ? Oui, oui. Voilà, je ne peux pas écrire. Alors surtout pour les romans, quand je me lance dans une écriture assez longue, je choisis en fait, c'est assez particulier, mais je choisis une chanson, une musique que je vais en fait écouter en boucle pendant tout le temps de l'écriture. Et B. Voilà. Pardon. Et B. Oui, une expression de chez nous. Et B, désolé. C'est impressionnant. C'est ce que m'ont dit mes enfants et mon mari. Donc ils m'ont offert un casque un jour à mon anniversaire, parce que
c'était assez pénible. En fait, je peux écouter 1000 fois la même chanson, j'appuie tout simplement sur repeat et puis je crois que ça me met, enfin c'est pas je crois, je suis sûre, ça me met dans une sorte de bulle qui m'aide à me concentrer. Et Ah puis, oui, vous êtes dans un univers là, pas oui, plus. vraiment. Alors après, je connais même pas à la fin cette chanson par cœur. Je me laisse complètement, Ouais. j'écoute les 3 premières notes et ça y est, je bascule dans mon histoire. Mais c'est aussi un peu, enfin j'adore ça, mais c'est contraignant au début. Je peux pas commencer à écrire mon roman si je n'ai pas trouvé la chanson qui va m'accompagner et qui va me porter. Voilà, donc c'est particulier, mais c'est vraiment un rituel auquel je peux pas déroger. Voilà. Et une fois que le livre est fini, vous pouvez encore écouter cette musique? Bah, vous voyez, oui, puisque je vous ai demandé d'écouter Boomerang, je pense que j'ai écrit tout un roman avec cette chanson-là. Donc, oui. Alors, pendant un moment, je fais un petit sevrage. Je ne l'écoute plus du tout pendant 6 mois, et puis après, ça revient. Voilà. Alors là, on va Bon. parler de quelques-uns de vos romans que vous avez publiés chez Oui. Sarbacane dans la collection Mhm. Pépix. Alors, il y a La drôle d'évasion où il était 2 fois dans l'Ouest. Est-ce Oui. que vous vous souvenez d'une musique que vous avez écoutée lors de l'écriture de ces romans? Ah oui, La drôle d'évasion, c'était une chanson de Vampire Weekend. Alors, je sais plus laquelle, mais c'était Vampire Weekend. Je crois, enfin, oui, je sais plus laquelle, mais oui, voilà. Ah, c'est rigolo. Bon, en tout cas, je voulais parler de cette collection parce qu'il y a une narration très spécifique Oui, où vous vous adressez directement au lecteur. Il y a une mise en page un peu active avec tout à fait. des Ouais. polices de caractère qui changent sur des phrases, Mhm. des mots tout en majuscules. C'est très Oui. vivant. Ouais. Je voulais savoir comment est-ce que vous écrivez dans cette collection. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Non, je crois que cette collection, en fait, enfin, j'ai l'impression elle était faite pour moi. En tout cas, j'étais faite pour cette collection. Je sais pas, plutôt dans ce sens-là. Ça me convient tout à fait. C'est-à-dire que même dans des romans que j'ai écrits avant d'écrire pour cette collection, je fonctionne déjà comme ça. J'aime beaucoup trouver une langue. Notamment quand je fais parler les enfants ou les adolescents au narrateur à la première personne, j'essaie de trouver une langue qui ressemble à celle que parlent les jeunes maintenant et en essayant de traduire la pensée. La pensée n'est pas linéaire et donc dans mes livres j'essaie de le montrer. Et donc j'adore quand il y a des digressions, des notes en bas de page, des parenthèses pour préciser la pensée, quelque chose d'un peu fouillis. Je trouve qu'on est comme ça quand on raconte. Là d'ailleurs, je le prouve. Enfin, moi je suis très bavarde, je raconte toujours plein de choses. Je me souviens plus de la question qu'on m'a posée. Enfin, et j'essaye. Enfin, du coup, c'était très naturel pour moi. Alors l'éditeur Thibaut Bérard a conçu cette collection comme ça, mais il voulait une écriture vive. Il nous a pas du tout demandé de faire une adresse directe au lecteur. Il y a d'autres romans dans cette collection qui fonctionnent pas comme ça. Mais moi, ça m'a tout de suite parlé vraiment. Donc je me suis sentie très à l'aise et je continue. Là, je vais en écrire un autre, un Pépix, avec avec ce fonctionnement. J'adore cette collection. Avec des Voilà. bonus entre les chapitres aussi. Voilà, ça c'était fixé par lui par contre, 6 D'accord. bonus, alors qui permettent dans la drôle d'évasion de montrer le plan de l'évasion, de montrer la prison d'Alcatraz, parce que ça se passe à Alcatraz, donc de faire un plan de la prison, de pouvoir faire aussi des bonus un peu drôles. Là c'est le père de mon héros est un peu particulier, il est créateur de jeux vidéo, il est en peignoir et en kilt à la maison avec des lunettes de piscine sur le front pour pas se faire mal aux yeux avec son ordinateur. Et donc il y a un dessin avec des légendes, sur ce papa. Enfin voilà, il y a des bonus qui sont assez instructifs, comme dans la drôle d'expédition, puisque ça parle des premiers pas sur la Lune, et puis d'autres qui sont plutôt fantaisistes, rigolos. Et qui permettent de Voilà. créer tout un univers dans le roman. Exactement. Ça Et puis qui rajoute des permettent aussi de détails. faire exactement. Et puis qui permettent de faire aussi une pause dans l'histoire, hein, dans la narration, permet au lecteur, et ça je sais que c'est des retours que j'ai, et pour certains élèves en 6e, ce sont des romans assez longs, avec beaucoup d'illustrations, mais ça rassure bien les jeunes en fait d'avoir comme ça ces petites pauses. Et ça, vraiment, c'est un retour que j'ai très souvent. Donc je crois que c'est d'ailleurs le succès de la collection en atteste. Je crois que c'était vraiment une très très bonne idée de la part de cet éditeur. D'accord.
Dans les 10 mots que vous nous donnez pour vous présenter, vous parlez de quelques paysages, Ouais, notamment l'île, île. oui, l'île. Alors, j'adore les îles. J'allais maintenant un peu moins, mais beaucoup en vacances sur des îles, notamment les îles bretonnes, et notamment l'île de Groix, où je suis allée de nombreuses fois en famille. On a découvert cette île. On les a un petit peu toutes testées. C'est celle qui nous a le plus emballé pour son côté très sauvage et pas encore du tout investi par trop de touristes et trop de béton, pas du tout. Et ce que j'aime dans les îles, je crois, c'est le fait que l'île nous offre ce qu'elle a à nous offrir et puis pas plus. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va en vacances là-bas, il y a un certain nombre de magasins, il n'y en a pas beaucoup. Et on va devoir faire avec. Et c'est très reposant. On n'a pas de questions à se poser. On va faire avec. Et du coup, on passe des vacances assez alors tranquilles, mais si le film proposé au cinéma, le seul cinéma de l'île ne nous convient pas, on va faire autre chose. Mais on va pas courir après les activités. On va pas aller faire les soldes. On va se contenter de ce que l'île a à nous offrir. Et j'ai aimé emmener mes enfants assez jeunes pour des vacances sur des îles pour cette raison-là aussi. C'était des parenthèses dans la surconsommation que j'ai vraiment aimé. Voilà. Alors Super. ensuite il y avait Collines. Colline. Alors j'habite dans un endroit qui s'appelle Les Collines. J'y vis depuis 18 mois. C'est en Gironde. On est en fait tombé amoureux de notre maison et de notre jardin. Et on a tout quitté. On habitait en région parisienne. On a vendu notre maison en région parisienne. Mon mari a quitté son travail et moi je pouvais m'installer où on voulait. Et puis on a embarqué toute la famille aux Collines, qui est donc un grand jardin avec un bout de forêt et on est Un petit havre de paix, donc. on est au bout du monde et on est très bien. Voilà, collines et forêt, c'est pour l'endroit où j'habite. La forêt aussi. Qui est un petit peu magique. Voilà, c'est un endroit un petit peu magique. Les précédents propriétaires nous ont laissé des surprises dans le jardin. Elle était céramiste, elle, et on a trouvé des surprises, des petits bonshommes, un bonhomme dans un arbre. Enfin voilà, Ça doit être joli, c'est un oui. endroit très particulier. Et est-ce que le mimosa vient de là aussi? Mimosa, un autre mot que vous avez utilisé? Alors, j'en ai planté 2 en arrivant parce qu'il n'y en avait pas, mais le mimosa, c'est autre chose. En fait, depuis que je suis toute petite, mon père, pour mon anniversaire qui est en décembre, m'a toujours offert depuis le début un bouquet de mimosa. Et donc cette odeur-là, enfin, je trouve que d'abord ce sont des fleurs magnifiques, mais c'est surtout l'odeur. Je retombe en enfance. Ça me rappelle les Noëls de mon enfance, et puis mon père, voilà. Et quand on est arrivé ici, évidemment, on en a planté. Et en ce moment, ils sont en fleurs. Voilà. C'est mon odeur préférée au monde. Est-ce que ces paysages et cette maison dont vous avez parlé vous servent d'influence dans votre écriture, dans vos romans? Oui, je pense vraiment. Au tout départ, la première année, j'ai plutôt moins écrit que d'habitude. Je pense que j'étais complètement absorbée par les lieux et que ça me suffisait de les contempler. J'ai très peu écrit la première année, bizarrement. Mais c'était juste une façon d'emmagasiner. Oui. Et cette année, là, depuis cet été, donc pile un an après notre installation, tout est ressorti. Et là, j'ai énormément écrit cette année. J'ai écrit comme jamais 3 romans depuis cet été. Donc je n'arrête pas d'écrire. Alors oui, je pense que ça a une influence directe, même si je n'y parle pas de collines et pas de forêt et qu'aucun de mes romans ne se passe là où j'habite. En tout cas, ces lieux m'inspirent. Oui. Merci. On va faire une nouvelle pause musicale. Vous écoutez l'émission des Éclats de Lire sur Radio Escapade et nous sommes en ligne avec Séverine Vidal qui est auteure jeunesse. Séverine, on a parlé en début d'émission d'une de vos collaborations avec Manukos. Vous avez dirigé ensemble un recueil de nouvelles, mais c'est pas votre unique collaboration avec cet auteur jeunesse, puisque vous avez également co-signé avec lui un roman qui s'appelle Nos cœurs tordus. Oui, exactement. Chez Bayard. C'est sorti chez Bayard en 2017.
À la base, c'était un petit roman qui était sorti, que j'avais écrit moi, qui s'appelait Un cœur en équilibre et qui était sorti dans la revue Je Bouquine. Et quelques temps plus tard, les éditions Bayard, donc Bayard, enfin Je Bouquine, ça appartient à Bayard, ils m'ont demandé donc de réfléchir à une parution en livre. Oui. Et il fallait à ce moment-là que je multiplie par 2 quasiment le nombre de signes, donc voilà, que l'histoire soit plus longue. Et je n'ai pas, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire. Pour moi, l'histoire était bouclée, finie, donc j'ai demandé à Manikos, dont j'aime beaucoup la plume, et j'étais sûre que nos deux façons d'écrire s'harmoniseraient bien. Je lui ai demandé de réfléchir à ça, donc il a fait ça de manière très intelligente. Il n'a pas fait la suite, ni je sais pas ce qui se passait avant, par exemple. Il a pris mes personnages secondaires et il en a fait des narrateurs. Il leur a donné une voix. Exactement, il a donné une voix à mes personnages secondaires et donc on a un roman choral. Moi, je me suis occupée donc essentiellement de Vladimir et lui a fait tous les autres personnages autour. D'accord. Voilà. Donc, Nos cœurs tordus, c'est un roman choral, vous l'avez dit, sur l'handicap et sur l'adolescence. L'action se situe dans une classe Ulysse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Oui, tout à fait. En fait, les classes Ulysse, c'est des unités qui accueillent les enfants en situation de handicap donc au collège, mais ça, évidemment en CLIS, en élémentaire, ça existe aussi. Et donc, ils suivent leur scolarité avec l'aide en général d'AVS, avec un enseignant qui s'occupe d'eux toute la semaine. Et donc les Ulysse accueillent des enfants qui peuvent avoir un handicap physique, mais aussi des enfants qui peuvent avoir des troubles spécifiques du langage, qui peuvent avoir des troubles aussi cognitifs. Enfin, voilà, le handicap au sens large. Et je voulais vraiment aborder la question du handicap à l'école. J'ai été moi-même enseignante en fait. Avant d'être auteur, et je m'occupais notamment justement d'une CLIS en élémentaire pour des enfants qui avaient des troubles spécifiques du langage. Et donc voilà, c'était un thème que je voulais absolument aborder dans un roman jeunesse. Et j'y raconte donc plus qu'un roman sur le handicap. Moi, je voulais que le héros de mon roman soit un adolescent en situation de handicap, donc Vladimir. J'ai un ami qui a exactement le handicap qu'a Vladimir. J'ai demandé à ce copain Stéphane de me raconter son enfance et son adolescence. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai tout noté et puis j'ai créé Vladimir et j'ai justement tout à l'heure on parlait d'autodérision. Ce qui m'a frappé quand j'ai entendu cet ami me parler de son adolescence, c'est son autodérision et sa façon très drôle de parler de lui-même et de son handicap. Et il a dit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'humour l'avait souvent sauvé dans l'acceptation notamment de son handicap. Et donc j'ai créé un personnage, un narrateur très fort qui est certes handicapé, mais ce n'est pas ça qui le définit. Il se laisse pas définir par son handicap, donc il est aussi fan de cinéma, très amoureux, drôle. Il est parfois pénible. Enfin voilà, il a comme tout le monde. Et il revendique ça, le fait de ne pas être traité de façon particulière parce qu'il est handicapé, mais parce qu'il vaut le coup, parce qu'il en vaut la peine. Voilà. Ce roman est notamment intéressant par la pluralité des voix qu'il propose, c'est-à-dire qu'il y a Vlad, cet adolescent qui est handicapé, qui a une grosse partie de la narration, mais il y a également ses amis qui s'expriment, ainsi que le vice-principal ou proviseur adjoint de cet établissement. Tout à fait. Oui, on voulait aussi une voix adulte, justement pour créer un contrepoids. En fait, lui, ce principal adjoint, il évolue énormément dans le roman. Il démarre avec un discours un peu maladroit au moment de la création de l'Ulysse, où en gros il dit, et ça c'est inspiré de faits réels parce que je l'ai vécu ça. C'était pas un principal de collège, c'était le maire de la ville où je travaillais, mais il fait un discours sur le handicap en disant en gros, en essayant de faire passer le message suivant, il faut respecter les handicapés parce qu'ils sont handicapés. Et Vlad, il aimerait qu'on le respecte pour plein d'autres raisons et qu'on l'aime pour plein d'autres raisons. Et comme je le disais à l'instant, parce que c'est un chouette type tout simplement. Oui, on a bien envie de le rencontrer. Voilà, exactement. Moi, il me manque en fait. C'est pour ça que là on est en train d'écrire le tome 2 d'ailleurs avec Manu.
Et donc je suis partie de là. Donc on voulait et effectivement Flachard, c'est le principal adjoint qui remplace pendant quelques mois le principal du collège, va vraiment évoluer au contact de ces jeunes et il se lance un petit peu dans la même aventure qu'eux, c'est-à-dire qu'il participe à un concours autour du cinéma et il se prend au jeu et on aura toujours ce personnage-là dans le tome 2. Voilà. Alors j'ai ignoré qu'il y avait un tome 2, là, vous nous lâchez une petite bombe. C'est ça, de quoi est-ce que ça va parler? On est en train de l'écrire. En fait, il se trouve que le roman a vraiment très très bien marché, marche toujours très bien et d'abord c'est une demande des lecteurs, mais de l'éditrice aussi qui est très enthousiaste, Alice Asquero, qui est une éditrice formidable et qui avait envie elle aussi de savoir la suite. Donc ça va s'appeler New York avec toi. Et on les embarque donc à New York, voilà. D'accord, donc le voyage scolaire à New York qui nous était promis à la fin du roman. Exactement. Donc ils partent, on a trouvé une ruse scénaristique pour les faire partir tous, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec le tournage du film, y compris Dylan, ce petit un des élèves de l'Ulysse qui a lui une trisomie 21. Et qui est beaucoup plus jeune, il est en 6e tandis que les autres personnages sont en 3e. Voilà, exactement. On a trouvé une façon de l'embarquer lui aussi. Alors. Et puis Flachard et la VS de l'Ulysse partent. Ah bah oui, on veut connaître la suite. Mais moi aussi. Alors ça va vous faire un roman américain de plus en fait, parce que vous avez une grosse influence américaine. Oui, en fait, mon frère a vécu longtemps aux États-Unis et mon fils aussi. Il a fait ses études là-bas, donc on a rejoint mon fils pour un très long voyage aux États-Unis. En rentrant, j'ai écrit, je sais plus, j'ai pas compté, mais 4, 5, 6 choses, énormément de romans qui se passent aux États-Unis. Donc dans ces romans, on voit les grands espaces américains, les mythes américains, le road trip, les légendes indiennes aussi. Tout à fait, voilà, exactement. Écoutez. Moi, j'ai été bouleversée par les paysages sur place, notamment Monument de Valley. Donc, j'étais sûre en rentrant déjà que j'écrirais un western. Et puis en fait, nous, c'était un road trip qu'on a fait. Et en chemin, en voyageant comme ça dans ces grands espaces, une idée de roman est née. Et quand je suis rentrée, j'ai donc écrit le roman Quelqu'un qu'on aime, qui est un roman pour ados-adultes. Qui raconte l'histoire d'un grand-père qui a la maladie d'Alzheimer et dont le petit-fils essaye de sauver les souvenirs en l'embarquant dans un voyage que ce grand-père a fait quand il était jeune et en espérant sauver ce qui pouvait être encore sauvé de la mémoire de son grand-père. Voilà, et donc c'est né vraiment en route. Donc effectivement, je crois que j'avais pas encore fini et donc j'avais pas encore fini mon exploration de cette influence-là, donc je continue avec New York. Voilà. Est-ce que ça fait pas bizarre pour les lecteurs français de se retrouver à lire des livres qui se passent aux États-Unis, en Amérique? C'est un univers qu'ils connaissent à la fois pas du tout et en même temps qu'ils connaissent bien par la télévision. Ouais. Ils le retrouvent autrement en littérature. Ils aiment énormément ça. Il était 2 fois dans l'Ouest, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un Pépix chez Sarbacane, qui est donc mon western, si on peut dire. Oui. En fait, je l'ai écrit avec 11 classes réparties un peu partout en France dans le cadre d'un projet qui s'appelle le feuilleton des incorruptibles. Et en fait, donc j'avais 11 classes de 6e à qui j'envoyais un chapitre par semaine de mon roman en cours d'écriture. Sacré challenge d'écriture. Ils pouvaient me faire des commentaires sur ce que j'avais écrit. Ouais. Et ce qui revenait très souvent, c'est est-ce que tu peux plus décrire les paysages, s'il te plaît. C'est vrai que moi je les avais vus, donc je les décrivais un peu, mais pas spécialement, et la plupart n'étaient pas allés aux États-Unis. Et ils demandaient, et ça m'avait vraiment étonné, c'est ce qui m'avait le plus étonné dans ce projet, c'est que les jeunes, en masse vraiment, réclamaient plus de descriptions de paysages, ce qui peut paraître... on imagine, enfin moi je ne vais pas du tout imaginer ça. Donc ils aiment au contraire vraiment être plongés dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Ils sont très curieux de tout ça. Moi quand je fais des rencontres, et j'en ai fait beaucoup puisque le livre a été sélectionné à pas mal de prix, j'ai fait beaucoup de rencontres autour d'Il était 2 fois dans l'Ouest. À chaque fois ils s'amusent vraiment à aller voir même des vidéos pour apprendre un peu le navarro. Enfin ils sont très curieux de tout ce que ce roman-là leur propose d'inconnu.
On va passer à un autre mot de votre liste de 10 mots. Bon, vous avez un petit peu triché, hein? Ah bon? Vous nous avez envoyé comme un seul mot oiseau, chien, chat. Ah oui, c'est une très très grosse triche. Oui. Je plaide coupable. Je pouvais pas choisir, c'est impossible. On habite dans un endroit où on a beaucoup d'animaux. On sert de refuge de la LPO là, donc on a beaucoup d'oiseaux et on a un chien et 3 chats. Donc je pouvais pas quand même choisir uniquement mon chien Elvis. Ça aurait été trop triste pour les autres. Et depuis qu'on habite dans cette nature intense, là, sauvage, on avait envie d'avoir plus d'animaux qu'on en avait déjà. Donc on est entouré d'animaux en fait. On est aussi entouré par les vaches du voisin. Et du coup ça compte énormément pour moi. Donc j'écris un chapitre ou deux et puis je vais faire une grande balade avec. On a des chats-chiens un petit peu oui. qui se promènent aussi avec nous. Donc on a notre chien et les 3 chats qui viennent avec nous en balade, c'est assez rigolo. Super. Les oiseaux pas encore, on n'a pas réussi à pousser jusque là, mais c'est très important pour moi, donc je l'ai mis dans les 10 mots. Alors voilà. on a beaucoup parlé de nature avec vous, on a beaucoup parlé de romans jeunesse, mais on n'a pas évoqué les albums. Pourtant vous en avez publié pas mal. Oui, Est-ce beaucoup. que vous pouvez nous parler un peu des sujets que vous abordez dans vos albums? Alors vraiment, je me limite pas du tout à un type de sujet. C'est ça que j'adore justement, c'est que d'ailleurs dans la littérature jeunesse en général, on n'a pas de frein, on n'a pas de limite. On peut parler de tout. Moi, j'écris pour les tout petits, j'écris pour les plus grands, des albums même pour les que je lis facilement aux enfants au collège ou même au lycée. Ça peut être des thèmes complètement vraiment rigolos. Je sais pas, j'ai un livre qui s'appelle Le petit dodophobe. C'est un petit garçon qui essaye d'imaginer les 27 leçons pour reculer le plus possible lors du coucher le soir parce qu'il déteste s'endormir. Bon là c'est inspiré de faits réels. Hein, je me suis un peu vengée de mes enfants et de leur rituel à rallonge le soir. Ça peut être ça, ça peut être au contraire des thèmes plutôt dits douloureux, la séparation. J'ai un livre qui s'appelle Sur mon fil, qui est sorti cette année, illustré par Louis Thomas chez Gallimard, chez Milan, pardon, qui s'appelle Sur mon fil et qui aborde la question de la garde alternée. J'ai un album qui s'appelle 8 saisons et des poussières où je parle de la Shoah et c'est le retour d'un père des camps de concentration. Donc il n'y a vraiment pas matière à... C'est vraiment très vaste. Dans ce livre. Et puis à côté de ça, des livres vraiment destinés à faire rire, tout simplement. Donc je ne me refuse rien et c'est ça que j'aime. Alors, comme je ne dessine pas du tout, parce que je ne suis pas douée du tout en dessin, eh bien j'adore cette collaboration avec des illustrateurs ou des illustratrices. Alors comment ça se passe ce travail de collaboration avec les illustrateurs? Est-ce que vous les choisissez? Est-ce qu'un éditeur vous met en contact? Ça dépend. La plupart du temps, je les choisis ou l'éditeur me propose des noms et puis parmi ces noms-là, je choisis. C'est très rare qu'on nous impose un illustrateur. Ça arrive, mais c'est vraiment rare. Et puis maintenant, je n'accepte plus ça. Enfin, je demande d'emblée à avoir Avec qui est-ce que vous aimez particulièrement travailler sur les albums? Pardon? Avec qui est-ce que vous aimez particulièrement travailler sur les albums? C'est dur comme question. J'adore travailler avec Amélie Gros. On a une petite série chez Gallimard Giboulet qui s'appelle Junet Joe. J'adore travailler avec Marc Majeski, chez qui je viens de sortir un livre chez Sarbacane qui s'appelle Frileux et on recommence une autre collaboration ensemble. J'ai adoré travailler avec Louis Thomas, celui de Sur mon fil, et on a aussi un autre livre qui va sortir qu'on est en train de monter en ce moment. Enfin, tous les illustrateurs avec lesquels j'ai travaillé m'ont enchanté. J'ai adoré travailler avec Julien Castagnier. C'est lui aussi qui a fait l'illustration de la couverture de Nos Cœurs Tordus. Puis j'avais un album avec lui, j'ai une BD avec lui. Enfin, quand ça se passe bien, j'aime continuer les collaborations. Et puis voilà, j'ai un dessinateur espagnol qui s'appelle Victor Pinel, avec lequel je travaille beaucoup en BD et aussi en BD adulte. J'ai une BD adulte qui va sortir cette année chez Marabout. Voilà, donc j'ai dit quelques noms là, mais j'ai travaillé avec 50 illustrateurs. J'ai jamais été déçue. On va faire une dernière pause musicale avant de parler de vos actus. Vous êtes toujours sur Radio Escapade dans l'émission des Éclats de lire et nous sommes en ligne avec Séverine Vidal, qui est auteure jeunesse, mais
qui ne se limite pas à l'écriture, puisque Séverine, vous occupez en ce moment d'une collection chez Mango. Oui, c'est vrai. Je voulais dire d'abord que la chanson c'était Clopelgag Oui. et que c'est une chanteuse québécoise géniale, voilà. Merci. Alors oui, oui, je suis directrice de collection chez Mango pour une collection dont les 4 premiers tomes, les 4 premiers albums vont sortir cette année, en avril, et puis d'autres en septembre. Et en fait, Marion de Rouvray, qui est directrice artistique chez Mango, m'a demandé, elle avait une idée de collection de romans dessinés, c'est-à-dire, disons qu'elle est partie de l'idée que elle voulait faire des romans graphiques pour les petits, pour les CP qui viennent d'apprendre à lire. Et elle m'a demandé donc de chercher des textes. Alors là, je prends une autre, effectivement, c'est complètement différent, c'est une autre casquette. Je ne publie pas mes propres textes, mais je demande à des auteurs que j'aime d'écrire pour cette collection. Voilà, donc c'est absolument génial, excitant, j'adore. Alors les 4 premiers titres sortent au printemps, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Bien sûr, ouais. Alors il y a un livre de Rachel Cohen-Blitt qui s'appelle La boîte magique de Fanny. Fanny à la boîte magique. En fait, là, elle y parle de la puissance, de la force des écrans dans nos vies et puis surtout une petite fille qui lutte un petit peu contre ça grâce à son imaginaire très puissant. Voilà, on a un livre de Sylvie Niemann qui s'appelle Le voyage au bord du monde, illustré par Barou, qui est un livre magnifique sur le voyage. C'est une déambulation. Enfin, c'est une maman et son fils qui partent en voyage. On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, et puis se retrouvent finalement face à la mer. Et c'est une discussion drôle et poétique sur le voyage. Et puis on a un texte. On a un texte d'Anne Corpet qui s'appelle La pêche à l'arc, illustré par Benoît Pérou. Et là, ça se passe chez les trappeurs. Et c'est un petit garçon à qui on a volé son arc, qui le cherche. Et en chemin, en cherchant son arc, il trouvera tout autre chose. Il trouvera l'amitié. Voilà. Ensuite, on a un texte de Thomas Scotto à la rentrée qui s'appelle Notre neige à nous, qui parle du divorce, qui se passe à New York, qui est un texte magnifique. Et puis après, on aura un texte d'Yves Grevet, on aura un texte de Gaïa Gasti, on aura un texte d'Anne-Gaëlle Balp, Belle lecture en perspective, alors. Oh oui. Comment va s'appeler cette collection ? Elle s'appelle Les romans dessinés chez Mango. Super. Merci beaucoup. On a une autre actualité à discuter un petit peu avec vous, puisque vous nous avez proposé comme lecture un texte inédit. Tout à fait. Ce sera un roman qui sortira en juin, c'est ça, chez Bayard ? Absolument, qui s'appelle Peppo, du nom du personnage, et qui sortira effectivement en juin chez Bayard. Et c'est un roman auquel je tiens beaucoup, qui est plutôt pour les grands ados, auquel je tiens beaucoup. En fait, c'est mon mari Jérôme, un matin, s'est réveillé en me disant « J'ai une histoire pour toi, je l'ai inventée cette nuit. Je crois qu'elle est vraiment faite pour toi. » Il m'a raconté un petit peu les grandes lignes et c'était en effet une histoire pour moi. Et puis ensuite, je lui ai donné vie et j'ai écrit cette histoire. Voilà, donc c'est Peppo. D'accord. Eh ben, on va découvrir un extrait de ce roman. Je pense qu'on a bien 8 minutes, c'est ça ? D'accord, très bien. Alors dans ces cas-là, j'avais fait un test tout à l'heure. C'est parti. Donc je vais vous lire en fait le préambule et puis le chapitre 1. Voilà. Super. J'ai le temps de faire ça en 8 minutes. Merci. Si je me dépêche un peu. Allez, c'est parti. Conte. La cagne de mon oncle Capeta te cabechit. Et le musique a senti. Alors c'est Peppo. La vie tient parfois un pauvre tréma posé au-dessus d'une bête voyelle. La mienne, en tout cas, de vie. Je connais pas trop la vie des autres en même temps, pas de près, quoi. Je sais pas comment dire, je suis en fouillis. Maximilien le disait quand j'étais un drôle de 10 ans tout cru tout au début de la vie comme elle est maintenant, juste après que mes parents m'ont laissé ici pour partir en tournée. T'es en bazar dans ta tête, range-moi ça, il disait. Alors faut pas compter sur moi pour raconter l'histoire de ce qui s'est passé cet été. Je peux pas m'en sortir avec l'ordre chronologique, la logique tout court non plus d'ailleurs. Les mots se pointent beaucoup trop en bordel dans ma tête de piaf. Le piaf, un autre truc que me dit mon tonton Max. Parce que je vole ici et là, que je vole ce que je peux, où je peux, à ceux qui le veulent bien. Parce que j'ai l'air de survoler mon monde, que je donne des noms aux choses, ma caravane s'appelle Edmé, et cherchez pas de raison, il y en a pas.
mon lit Pedro, mon surf Étienne, mon nombril Foufouze et ma brosse à dents Géraldine. Parce que je pars au lycée le matin, mais que je descends 9 arrêts avant pour finir à la plage. Finir à la plage. C'est là que tout commence. Ma mère a perdu les os au milieu des vagues où elle était en train de jouer avec mon père. Il se tenait la main. Elle a dit « Aïe !» Puis « Oups !» Il a dit « Quoi ?» La vague a éclaté sur son ventre et sur moi qui voulais sortir nager avec 4 semaines d'avance. Elle a répondu « Non, rien, ça va ». Elle a continué à sauter dans l'eau, à se faire rouler dans l'écume en rigolant comme un albatros. Et je suis née 34 minutes après, dans un creux de sable, sur une serviette de bain française des Jeux que mon père avait volée, ah oui, c'était héréditaire, dans les vestiaires du camping le matin même. Il paraît qu'il a dit « Il s'appellera Pépot, mon fils ». Il paraît qu'elle a répondu « Appelle surtout le SAMU, il faut couper le cordon ». Il a obéi, et dans l'ambulance qui nous embarquait trio tout neuf, elle a lâché « Ok pour donner un prénom de pizzaiolo à mon fils, mais on ajoute un tréma sur le E, rapport à mes origines suédoises, et ça fera plus classe ». C'est comme ça que Helga Annika Anconetti, née Borglund, dite Helg, et Fortunato Anconetti, dit Fortu, dit Fofo, décidèrent du prénom de leur fils unique, né à l'endroit où la vague meurt, moi. Un prénom puzzle, bancal, en bordel, un peu vendeur de pizza, un peu poète nordique, un peu requin, un peu piaf. Ce qui va suivre est un morceau de ma vie qu'on va disséquer et raconter et enjoliver et arranger comme une photo sur Instagram avec filtre pour que les couleurs claquent. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dira de moi, tout n'est pas vrai, même si rien n'est complètement faux. Chapitre 1, à côté du magot. Ce jour-là, comme très souvent, Pépot n'a même pas mis les pieds au lycée. Pour 1000 raisons, dont une surtout, il n'en avait pas très envie. Il est descendu 9 arrêts avant avec en tête l'idée d'aller boire un café chaussette avec l'Argentin. Mais l'Argentin n'était pas là, il n'en faut pas plus à Pépot pour changer ses plans et oublier qu'il en avait un. Alors il a grimpé sur son skate et surf sous le bras. Il lui arrive de faire l'inverse, de jeter son surf à terre et de glisser son skate sous son aisselle gauche, puis de s'apercevoir que quelque chose coince et qu'il n'ira pas loin comme ça. Il a filé droit vers la mer qui n'est jamais en retard au rendez-vous, elle. Il s'est assis un long moment et est resté là à regarder les gens, le temps, le vent, sans se soucier du fait qu'à 6 kilomètres de là, ailleurs, loin, plus tard, dans une salle de classe surchauffée, on ferait l'appel, qu'un professeur dirait son nom, que quelqu'un répondrait « on l'a pas vu dans le bus », ou bien « qu'est-ce que ça change qu'il soit là ou pas, celui-là, il dit jamais un mot », qu'il y aurait des rires, des haussements d'épaules, des haussements de sourcils, ou des deux simultanément pour les élèves bien entraînés, sans se soucier de rien en fait. C'est tout Pépot, ça. Il agit comme si le monde autour de lui n'était pas tout à fait le sien, ou comme si le monde des autres, avec ses horaires, son rythme et ses limites, n'était pas fait pour lui. Il se tient juste au bord de ce monde-là, sans le juger. Après tout, Pépot est tolérant. Si les gens sont heureux comme ça, pourquoi pas? Il vit sur une planète bien à lui. Pas tout à fait en dehors, pas tout à fait dedans, pas tout à fait adapté, mais pas largué non plus. Il suit les choses, observe, presque en spectateur. Mais du genre qui n'en pense pas moins. Depuis le bus, son skate pourri, les marches de sa caravane, il essaye de comprendre où les gens courent comme ça, ce qui les meut, quel souffle dans leur dos les pousse, et quand il ne piche pas, il continue sa route, sourire aux lèvres, la plupart du temps. Pépot a surfé toute la matinée. La mer était agitée, juste comme il aime. Il a trouvé une barquette de frites de chez Machin Truck, oubliée sur la rambarde de la plage, à se demander si Marilyn, la fille qui tient la baraque à frites, ne lui dépose pas là exprès pour qu'il la trouve par hasard à sa sortie de l'eau. Il s'est installé pour la déguster, les fesses un peu dans l'eau. En repartant, il est passé devant la camionnette, a fait au cas où un clin d'œil à Marilyn qui se débattait avec son déversoir à ketchup. Maintenant, il fait le chemin dans l'autre sens, rue Alphonse Daudet, près du marché. Il s'arrête devant la boulangerie de Karima qui lui refile en douce les invendus de la veille. Au menu aujourd'hui, croissant presque pas dur. Georges et Colette vont adorer ça, se dit Pépot. Trempé dans le lait, ça fera des croissants presque trop mous, le must. Si ça se trouve, Frida aura oublié de faire à manger, et on sera tous bien contents avec ce petit déjeuner du soir. Il roule sur le trottoir, le long de la marina, évite les touristes comme il peut. Déjà sur place, cela, c'est un Pépot qui fonce et s'envole. Il longe le Brasilia, camping 5 étoiles, un des plus beaux d'Europe, dit la pub. Coupe par la résidence les fleurs du Roussillon, grande maison ocre aux baies vitrées géantes, laurier rose et chant des cigales vendus avec, bonheur très haut de gamme en option. Quelques centaines de mètres, il a l'impression de flotter sur le bitume brûlant,
et il est déjà de l'autre côté. L'autre côté, c'est chez lui, chez eux, là où les palmiers faméliques et carbonisés sonnent faux, là où la route est cabossée, nid de poule, dos d'âne explosé, cauchemar animal. Des morceaux de plage, près de la 4 voies, sales et déprimants, sauf si on aime vraiment le bruit des moteurs et le sable d'un subtil gris ventre de taupe, les papiers gras et les canettes au sol comme des cadeaux. Plus loin, le camping, juste derrière la rivière, le Tropical. Qui n'a de tropical que le nom, vous l'avez compris. Enfin presque. Car même le nom du camping n'est plus ce qu'il était. Le thé est tombé, arraché un soir de tempête, jamais recollé. Le Ropical, donc, camping à 0 étoile, le plus moche camping d'Europe, dirait la pub, si tonton Max avait l'argent pour se payer des affiches. Mais Maximilien n'a pas d'argent, il n'en a jamais eu et n'en aura jamais. Il a acheté ce camping au début des années 80 parce que le maire de la ville avait promis un pont à la Eiffel, une extension de la marina, une réserve de flamants roses et un vrai golf, même pas mini. Ils avaient dû flairer le pigeon, un beau gros pigeon à chemise à fleurs, pompe façon zèbre et collier en bois d'arbre. Il a investi tout ce qu'il avait. La piscine rutilait, beau bleu azur. Le ciel des Pyrénées promettait des étés grandioses, bleu piscine. Il y avait un kiosque. Maximilien prévoyait d'organiser des spectacles plusieurs fois dans la semaine. Il voulait éviter les concours de t-shirts mouillés, les soirées blagues à Toto. Il voyait grand, immense, des concerts, du jazz, des soirées à thème, de la qualité. Le premier été, il a embauché les parents de Peppo, Elga et Fortunato, qui avaient mis au point un duo mêlant magie italienne et humour suédois. Et puis Valdo, que tout le monde a fini par appeler l'Argentin alors qu'il vient de Sao Paulo. Valdo qui chantait, jouait de la guitare comme un dieu grec. Valdo qui chante toujours d'ailleurs, à faire pleurer comme s'il chantait les rêves écrabouillés de Max. Parce que le maire n'a jamais entamé les travaux de construction du pont qui devait relier la marina luxueuse au centre-ville et le camping planté dans le Marigot. Il a tout fait pour changer les choses et rameuter les touristes, a acheté à vil prix un toboggan super moderne, imaginant les enfants glisser en hurlant de plaisir et de frousse. Quelques Danois et Hollandais ont débarqué la première année, mais ne sont pas revenus la deuxième. Le camping a commencé sa lente agonie dès le mois de septembre 1982. Un vrai cul-de-sac. Si t'es arrivé ici, c'est soit que t'es perdu en cherchant autre chose, soit que t'es fou, dit souvent Valdo, qui lui est resté, mais n'est qu'à moitié fou. Pendant longtemps, Valdo et Max ont ramassé de la ferraille à droite, à gauche, dans l'idée de le construire eux-mêmes, ce pont à la Eiffel. Ils entassent encore aujourd'hui des roues de vélo, des carcasses de voitures, des tambours de machines à laver, bref, tout ce qui ressemble de loin à du métal rouillé et déposent leurs trouvailles à l'arrière du Ropical, entre les anciens vestiaires et le mini-golf. La piscine a été vidée de son eau, elle a abrité un temps les poules et les canards que Peppo avait volés en passant en skate près de la ferme des Parisiens, un peu de paille, des graines, un vague abri en bois bricolé à la va-vite par Valdo. Tout ce petit monde s'était installé pour de bon. C'est là qu'ils ont appris que les poules aiment les toboggans, collection printemps-été 82. À chaque fois que Peppo passe devant le bassin vide, il repense à toutes ces bestioles revenues à la casserole dans une bonne sauce au rosé de Provence, toutes, même celles à qui il avait donné un prénom. José, Pierrette, Vadrouille et le coq-luche. Avec les gens d'ici, ça sert à rien de s'attacher à n'importe quoi qui se mange. Yo que buiter i mon sac, et men tourner et a començac. Que hiker i loupé des sujets à poire, et que men tourner i talaboire. Merci beaucoup pour cette lecture et pour cet extrait inédit. Donc, c'est Peppo, un roman à découvrir au mois de juin, qui sort chez Bayard. Oui, absolument. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview et encore une fois pour cette lecture. Et on se verra donc au mois de mai, au Vigan. Absolument. Rendez-vous au mois de mai. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fabien, tu peux lancer le générique, je suis désolée, on a dépassé de quelques minutes. Ouf, il est 59 déjà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine, 2 très bonnes semaines sans éclat de lire et on se retrouve le 26 février avec Cécile Gambini si je ne me trompe pas. Au revoir.